pardon. Bonjour, monsieur le directeur général de la Croix-Rouge, monsieur Jean-Claude Combe. Merci d'être présent avec nous. Je vois d'autres personnes. En tout cas, je me présente, je suis Carole Bureau-Bonnard. Je suis députée de l'Oise et je vais exercer la présidence pour votre audition puisque monsieur le président Alexandre Freshki se retrouve pris par des obligations. Il n'a pas pu se libérer. Mais vous avez Thomas Gassilou, que vous voyez actuellement aussi, qui est le rapporteur et qui sera aussi en charge, j'allais dire, de poser un certain nombre de questions, puisqu'il est toujours évidemment présent sur cette mission. Alors, mes chers collègues, nous avons, peut-être j'ai des collègues aussi, pardon, que je ne vois pas obligatoirement sur cette… Tu as Marine Brognier notamment qui est avec nous. Ah oui, très bien. Pardon, bonjour, bonjour Marine Brognier, donc chers collègues. Donc nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Christophe Combe, donc directeur général de la Croix-Rouge. Alors monsieur le directeur général, la récente publication de la Croix-Rouge française intitulée Anticiper 2030, crise, transformation et résilience, montre, s'il en était besoin, que les préoccupations de votre organisation entre largement en résonance avec le thème de notre mission d'information. Nous serons donc heureux de vous entendre sur cette vision prospective de la Croix-Rouge à l'horizon 2030 et au-delà sur les transformations stratégiques et organisationnelles qu'elle implique, sur votre analyse des réponses à la pandémie en France et dans le monde, mais aussi sur la résilience de votre propre organisation, car la préservation de la capacité d'agir des personnes se trouvant en première ligne lors de crises majeures est déterminante. Je vous donne très rapidement, justement personnellement, une action qui a été effectuée par la Croix-Rouge ici dans l'Oise, sur ma circonscription, mais un petit peu au-delà, où il y a eu une prise en charge très rapide et une aide particulièrement aux personnes qui en avaient besoin, notamment avec les distributions de masques ou de gel. Donc vraiment un travail de concert qui a été fait avec les représentants ici dans cette circo et de la sous-préfecture. Donc, je vous propose de commencer par une intervention d'une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit au départ, nous pourrons avoir quelques échanges avec sous une forme de questions-réponses. Merci beaucoup et c'est à vous, Monsieur Combe. Très bien, merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Écoutez, on est ravis de pouvoir s'exprimer devant vous aujourd'hui parce que, comme vous l'avez compris, la question de la résilience est au cœur de notre projet associatif. On en a même fait notre raison d'agir puisque dans notre nouveau projet associatif, cette raison d'agir, la Croix-Rouge française agit pour protéger et relever sans condition toutes les personnes en situation de vulnérabilité et construire avec elles leur résilience. Donc, c'est vraiment le cœur de notre projet associatif. Ce matin, je suis Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge française. Je suis accompagné de mon collègue Florent Vallée, qui est directeur de l'urgence et des opérations de secours et qui, le cas échéant, pourra vous éclairer en fonction de la nature des questions que vous nous poserez à la suite de ma présentation. Un petit mot sur la Croix-Rouge française, qui est quand même la première association de France qui bénéficie de la mobilisation d'une communauté d'environ 100 000 personnes au quotidien, 65 000 bénévoles, 18 000 salariés, 20 000 étudiants qui sont au contact permanent du terrain et de la société civile et qui fait partie de ce qu'on appelle les corps intermédiaires dans notre pays. On a un statut particulier dans le paysage associatif, puisque nous avons la particularité d'être auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, puisque la Croix-Rouge que nous portons, elle appartient aux États signataires des conventions de Genève, et c'est dans ce cadre-là que notre articulation avec les pouvoirs publics a été pensée, même si au cœur de nos principes, il y a l'indépendance et la neutralité, qui là aussi nous donne une dimension tout à fait particulière et qui nous permettent aussi ces principes. Et c'est important pour le sujet qu'on va aborder, je crois, d'avoir et de maintenir dans un climat de défiance assez important au sein de notre société la confiance
de la population qui nous permet aujourd'hui d'agir. La force de la Croix-Rouge française, au-delà des personnes qui s'y engagent, c'est aussi son réseau, une grande proximité sur l'ensemble du territoire, un réseau d'environ 1200 implantations locales, partout en métropole et sur l'ensemble des territoires ultramarins, donc y compris Wallis, Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon. On est vraiment sur l'ensemble de ces territoires. Et une deuxième particularité importante dans le monde dans lequel on vit et au regard de la globalisation des crises auxquelles on a affaire, c'est qu'on fait partie du plus grand mouvement de solidarité au monde, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé à la fois du Comité international de la Croix-Rouge, que vous connaissez, hein, qui a un mandat pour agir sur les territoires en conflit, et puis notre fédération qui coordonne 192 sociétés nationales Croix-Rouge à travers le monde et donc qui nous donne une vision et une capacité tout à fait particulière à nous préparer et à répondre aux crises. Avant de revenir sur les questions de prospective et de notre stratégie, dire un mot également sur la mobilisation de la Croix-Rouge française dans la réponse à la crise Covid. Voilà, ça fait maintenant près de 2 ans que nous sommes mobilisés. On a ouvert notre centre opérationnel en janvier 2020 pour pouvoir commencer à nous préparer et à répondre aux crises. D'abord, dans le cadre des conventions qu'on a avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, puisque au départ, l'approche était celle d'une réponse aux préoccupations de nos ressortissants, notamment en Chine, là où est apparue la pandémie, là où a commencé cette pandémie, d'accompagner les autorités françaises dans l'accompagnement de ces ressortissants, dans leur accueil aussi en France, puisque on a coordonné la gestion du centre de Caril-Rouet qui a accueilli les premiers ressortissants rapatriés de Wuhan en Chine. Et puis, nous sommes mobilisés progressivement avec, dans le cadre de 3 grandes préoccupations, en tout cas pour moi en tant que dirigeant de cette association. D'abord, la permanence dans mon esprit de la responsabilité que nous avions et nous avons de protéger les acteurs et les personnes que nous accompagnons, voilà, dans le cadre de cette pandémie. Et ça a été et c'est une obsession permanente de notre côté. D'assurer ensuite la continuité de nos activités, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, on gère aujourd'hui près de 600 établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux et de formation, dont la plupart doivent assurer cette continuité et continuer à accompagner les personnes qu'on y accueille. Et puis enfin, d'être en capacité de nous mobiliser pour accompagner les autorités, la population à faire face à cette crise. Dans cette mobilisation, on a répondu présent en particulier sur 2 volets. D'abord, évidemment, le volet sanitaire, hein, au regard de ce que nous sommes, de ce que nous savons faire, de notre savoir-faire historique en matière de réponse aux épidémies en particulier. On s'est mobilisé aux côtés de notre réseau de secours. On est venu renforcer les réseaux de secours pour assurer le transport de malades. On est venu renforcer aussi les hôpitaux dans les accueils, dans les urgences. On a évidemment participé à tout un tas de missions de santé publique, notamment pour, au début de la crise, travailler à la prévention, diffuser les gestes barrières, et puis progressivement développer des dispositifs spécifiques, des centres de dépistage, puis notre participation à la campagne de vaccination que je pourrais développer si vous le souhaitez. Une grande mobilisation de l'ensemble de nos bénévoles sur cette dimension sanitaire, et puis une dimension également sociale, puisque ça fait partie de notre cœur de métier, pouvoir répondre dès le déclenchement du premier confinement aux conséquences sociales qui ont été violentes, au moins dans les premières semaines de la crise, où on a vu des phénomènes d'exclusion, de basculement dans l'isolement le plus total et
de grandes difficultés sociales d'une partie de la population, et donc où il a fallu poursuivre nos activités, en particulier auprès des personnes sans abri, multiplier, médicaliser nos maraudes. On a environ 230 équipes de maraudes en France qui rayonnent sur l'ensemble du territoire, fort du constat qu'on fait systématiquement dans les crises, que ce sont en général les personnes les plus vulnérables qui sont aussi les plus impactées par les crises de quelque nature que ce soit, et donc une attention particulière pour nous dans ces situations-là, aux personnes en particulier, aux personnes isolées ou aux personnes à la rue. Donc multiplication et médicalisation des maraudes. On a aussi travaillé au maintien et au développement de nos capacités en matière d'aide alimentaire, là où un certain nombre d'associations ou d'acteurs ont dû, en tout cas dans les premières semaines de ce confinement, arrêter leurs activités et puis très vite mettre en place de nouvelles activités pour répondre à la problématique de l'isolement social et de ses conséquences, notamment en termes de santé mentale, de santé psychologique, pouvoir mettre en place un dispositif qu'on appelait Croix-Rouge chez vous, qui visait à apporter de l'écoute, du soutien psychologique, mais aussi répondre aux problématiques du quotidien des personnes isolées à domicile et qui ne pouvaient plus, ou qui ne voulaient plus d'ailleurs, bénéficier de certains services ou de la solidarité de proximité. Et donc, on a apporté de la nourriture, des médicaments, des produits d'hygiène aussi à domicile pendant toute cette période. Et on a développé depuis toutes ces activités de lutte contre l'isolement social, notre réseau de téléphonie, d'écoute, des appels aussi ciblés en lien avec les centres communaux d'action sociale auprès des personnes isolées, et puis tâcher de développer la solidarité de proximité avec une opération qu'on a appelée Confinés et solidaires, pour pouvoir essayer de mobiliser le plus largement la population dans ces actions de solidarité. Voilà pour un aperçu très rapide. On a fait énormément de choses, on continue à en faire, notamment dans le cadre de la campagne de vaccination aujourd'hui, où on continue de concentrer nos efforts sur l'accessibilité du vaccin pour des populations qui sont quand même encore très éloignées de notre système de santé, pour les personnes à la rue, pour les migrants, pour notamment les personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville ou en grande ruralité et qui n'ont pas forcément accès facilement à ces dispositifs de vaccination. Quelques commentaires ou quelques enseignements très rapides. On a vu que, évidemment, on n'était pas, même nous, complètement préparés évidemment à faire face à une crise de cette ampleur. L'intérêt et le manque parfois de coordination et d'association des acteurs de la société civile dans la réponse aux crises. Et ça, je pense que c'est un enseignement important, que face aux crises, il faut être en capacité de mobiliser toutes les bonnes volontés et ceux qui savent faire. L'importance de la coordination territoriale, c'est-à-dire que pour apporter une réponse concrète et opérationnelle, il faut qu'on soit en capacité de se coordonner d'un point de vue territorial. L'enjeu de confiance, j'y ai déjà fait référence tout à l'heure. Dans une société qui doute parfois dans des choses qu'on pensait acquises, qui doute dans la science, qui doute dans les institutions, l'importance de pouvoir bénéficier de cette confiance pour pouvoir délivrer un certain nombre de services et faire face à la crise, et puis aussi faire passer un certain nombre de messages et de renforcer nos politiques en matière de santé publique. Et puis, d'intégrer dans cette réponse à la crise la nécessité d'intégrer les phases amont et aval, où traditionnellement, on a quand même un modèle qui reste fortement concentré, structuré sur la réponse à la crise. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas suffisamment fort et on serait plus fort si on était en capacité de mieux prévenir, de mieux préparer et puis derrière, de mieux anticiper les phases de relèvement et notamment d'accompagner, je pense notamment là aujourd'hui à ce qu'on est en train de faire en termes de soutien psychosocial, d'accompagner le relèvement de la population face à des phénomènes de crise qui sont extrêmement violents.
Vous avez fait référence alors on avait commencé le travail avant la pandémie, mais on a poursuivi pendant la pandémie un travail prospectif pour pouvoir repositionner la Croix-Rouge française dans un contexte particulier, dans son environnement, s'assurer et réfléchir à son rôle sociétal demain. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce cahier prospectif qui s'appelle Anticiper 2030, qui est le résultat d'un travail de 18 mois d'analyse prospective avec une association qui s'appelle Futurible et qui est spécialisée dans les travaux prospectifs. Et on y a fait un certain nombre de constats, notamment le fait qu'on rentrait dans une ère de crise écosystémique, du fait notamment des conséquences des changements climatiques et donc des crises qui vont se complexifier et qui vont s'ajouter les unes aux autres, voilà, avec des déstabilisations géopolitiques, des problématiques en matière de santé, des problématiques sociales, des problématiques économiques, que nous devons agir aussi dans un climat de défiance, et ça c'est un vrai sujet, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, mais c'est une vraie source d'inquiétude à laquelle il faut que nous soyons en capacité collectivement de répondre pour renforcer la résilience de notre société. Nous avons identifié aussi un enjeu majeur en matière de protection de l'enfance et d'accompagnement de la jeunesse. On parlait de l'amont, mais on a un vrai enjeu dans notre société à travailler et accompagner quand on voit aujourd'hui la conséquence qu'a pu avoir cette crise et peut avoir cette crise sur notre jeunesse, et de regarder aussi voilà, les enfants non seulement comme porteurs d'avenir, mais aussi comme des personnes vulnérables qu'il faut protéger absolument en amont et pendant ces crises. D'observer aussi l'émergence ou la confirmation et le renforcement de certaines inégalités ou ruptures au sein de notre société, notamment des inégalités en santé, et de fait le croisement des enjeux sanitaires et sociaux dans ces dynamiques-là. Et puis, enfin, dans cette prospective, autre point important pour nous, associations, c'est la transformation des modèles associatifs, la nécessité de se transformer pour accueillir de nouvelles formes d'engagement, de revoir aussi notre rôle sociétal, de faciliter et de favoriser l'innovation, ou encore d'engager une hybridation de nos modèles pour pouvoir accueillir là aussi d'autres formes d'engagement et renforcer notre partenariat avec d'autres acteurs dans un environnement qui est aussi concurrentiel et concurrencé par des modèles. Là, je parle au nom d'une grande institution qui a plus de 150 ans, par des modèles plus entrepreneuriaux, plus agiles, qui viennent percuter et inspirer aussi nos grandes organisations. Face à ça, on a revu notre stratégie, donc autour de cette notion de résilience et autour des 3 piliers de la résilience qu'on a décrits: prévenir, protéger et relever. D'abord, sur le premier pilier, c'est la prévention et l'éducation, et la nécessité pour nous de renforcer notre capacité à agir et à déployer une offre éducative auprès des jeunes. Et c'est notamment tout ce qu'on fait aujourd'hui dans les établissements scolaires, le déploiement de l'option Croix-Rouge, le déploiement d'une offre de formation aux gestes qui sauvent, à la solidarité, à la diffusion du droit international humanitaire, voilà, tout un tas de programmes qu'il faut absolument qu'on soit en capacité de développer, de proposer aussi, de faire évoluer, parce qu'on est un grand organisme de formation, on forme 14% des personnels paramédicaux en France, et derrière ça, on se dit qu'on a la capacité aussi et le devoir de proposer, de déployer une offre de formation qui soit conforme à la vision qu'on porte du soin dans une approche globale des questions de santé. Et quand je dis approche globale, je fais référence à la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis de poursuivre tous les efforts engagés dans la réduction des risques de catastrophes. Voilà, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Le deuxième pilier, c'est protéger. Et donc là, c'est évidemment renforcer nos capacités de réponse à l'urgence avec les autres acteurs. On a déployé, on a développé, notamment avec l'Agence française de développement, avec le ministère des Outre-mer, des plateformes d'intervention régionales sur nos territoires ultramarins qui nous permettent d'assurer la préparation et la réponse aux crises en France, mais aussi dans les zones
autour de nos territoires ultramarins, qui sont un élément de rayonnement, mais qui sont un élément de résilience aussi, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, sur ces territoires, il faut avoir une approche régionale si on veut être efficace. Et puis, dans cette dynamique de protection, rapprocher des environnements qui étaient traditionnellement un peu éloignés, qui sont ceux du secours, du soin et de l'action sociale, avec un focus important sur les questions de santé mentale. Et puis enfin, le troisième pilier, c'est celui du relèvement, où on veut faire de tous nos lieux Croix-Rouge des lieux d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'accès aux droits, où on veut être en capacité de développer nos dispositifs et de rendre accessible l'ensemble de nos dispositifs, et notamment rendre mobile nos activités, de réinventer aussi notre présence territoriale, et puis enfin de développer des actions en matière d'insertion sociale et professionnelle pour pouvoir vraiment avoir cette approche globale et sur l'ensemble des trois piliers et du cycle de la crise et de la résilience, comme je l'ai dit. Voilà. Et donc avoir ces parcours. Et c'est vrai pour toutes nos activités. Hein. Là, j'ai pris des exemples en matière de réponse aux crises, aux catastrophes, mais c'est vrai sur l'ensemble de nos activités. Je pense par exemple à la question de l'inclusion, de la façon dont on appréhende aujourd'hui la question de la réponse au sans-abrisme. Voilà, en termes de prévention pour éviter les basculements dans la grande exclusion, en termes de protection, pour être en capacité aussi de pouvoir héberger, mais accompagner très rapidement vers le logement de droit commun ces personnes, et puis relever en ayant une approche globale de la santé et en offrant un parcours d'insertion sociale et professionnelle aux personnes qu'on accompagne. Et avant de terminer, j'espère que je n'ai pas été trop long, avant de terminer, quelques propositions qu'on a l'habitude de mettre en avant, qu'on a pu mettre en avant d'ailleurs dans le cadre de la récente discussion autour de la proposition de loi du député Matras pour renforcer notre modèle de sécurité civile et qu'on a beaucoup soutenu et dont on est vraiment très heureux aujourd'hui, parce que c'est vraiment une grande avancée, je pense, pour notre système de protection civile, de sécurité civile. Quelques propositions sur la préparation aux crises. Voilà, on porte l'idée qu'il faut demain pouvoir s'appuyer plus largement sur une population préparée pour répondre à ces crises. Et que pour ça, eh bien, on pourrait imaginer un petit peu comme les Japonais le font pour répondre et se prémunir des conséquences des tremblements de terre, une journée nationale de préparation aux crises, avec le mérite de pouvoir préparer la population et préparer aussi l'ensemble des acteurs dans cette réponse aux crises, de généraliser aussi les formations au premier secours. On en parle beaucoup, mais le constat, c'est quand même qu'aujourd'hui, plus d'un Français sur 3 disent encore ne pas savoir effectuer le moindre geste de premier secours. Seulement 36% des Français aujourd'hui disent être en capacité et être capables d'appliquer ces gestes de premier secours, là où dans d'autres pays européens, on atteint plutôt des taux autour de 80%. Et donc, c'est vraiment un vrai sujet aujourd'hui d'être en capacité de former l'ensemble de la population française. En Allemagne, je crois que le taux est de 80%. Sur la réponse aux crises, je l'ai dit, je pense qu'on a montré, les associations agréées de sécurité civile en particulier, ont montré leur capacité de réponse, leur utilité dans la réponse aux crises. Et il est important, je pense, demain de penser à une meilleure intégration des associations agréées de sécurité civile à l'organisation en temps de crise, mais aussi en temps de paix, j'ai envie de dire, de leur action dans le système de secours et notamment dans la réponse préhospitalière. Et puis de consolider le modèle économique des associations agréées de sécurité civile. L'année dernière, on a pu bénéficier d'un soutien extrêmement important du ministère de l'Intérieur, de la DGCGC, sur le soutien aux associations agréées de sécurité civile. C'est important que demain, on arrive à penser des modèles économiques qui soient durables et résilients.
Et enfin, sur la reconnaissance de l'engagement citoyen, un certain nombre de propositions pour développer une culture au sein de notre société de l'engagement citoyen dès le plus jeune âge. Et puis, peut-être, pour cela, généraliser le dispositif de compte engagement citoyen qui serait une bonne chose pour favoriser la formation des bénévoles des associations agréées de sécurité civile. Je me suis concentré sur ces propositions puisqu'on les a Oui. portées dans le cadre précédent. Écoutez, merci, monsieur le directeur. Bon, vous avez été un petit peu plus longue des 10 minutes, mais je rebondirai après, mais je vais tout d'abord donner la parole à monsieur le rapporteur Thomas Gassilou, et ensuite, comme je vous l'ai dit, quelques échanges, même si vous êtes allé très loin dans vos propositions et dans vos explications. Merci à vous. Merci Madame la Présidente et merci à vous pour votre action au quotidien à la Croix-Rouge et votre intervention, comme vous disait Madame la Présidente, extrêmement complète. J'ai presque envie de dire que vous avez déjà fait la mission résilience avant l'heure dans la construction même de votre projet associatif et que c'est extrêmement riche de pouvoir échanger avec vous, d'autant plus que vous avez 150 ans de retour d'expérience, j'allais dire, et la capacité à avoir également une vision internationale grâce à votre action dans d'autres pays. Alors, j'avais envie de vous interroger sur ce qu'est pour vous la notion de résilience, finalement, parce qu'on s'interroge également sur cette question sémantique. Mais finalement, vous y avez déjà répondu en grande partie, et puis vous nous avez fait part de vos 3 axes, prévenir, protéger, relever. Mais j'aimerais déjà vous interroger sur finalement un benchmark international de la résilience, si je peux dire, puisque vous êtes intervenu dans différents pays. Et vous êtes peut-être en mesure de mesurer le niveau de résilience de chaque société. Et donc, finalement, quel regard portez-vous sur ce niveau de résilience des différentes sociétés dans le monde, en tout cas où vous intervenez, et comment évaluez-vous le niveau de la résilience française et dans un pays qui, comme chez nous, a une perception d'un État fort, est-ce que finalement, cette perception ne peut pas être parfois un frein à la résilience nationale en risquant potentiellement de démobiliser les citoyens en disant dans tous les cas, s'il y a un problème, l'État sera là pour nous apporter une solution. Voilà, merci. Sur cette question du benchmark, je pense que franchement, aujourd'hui, on peut constater qu'aucune société n'était prête à faire face à cette pandémie. Pour avoir beaucoup partagé avec mes collègues pendant la crise, on a fait face à peu près aux mêmes difficultés, que les sociétés qui ont réussi le mieux à y faire face, c'est celles qui étaient sans doute les plus préparées, qui avaient l'habitude du risque. J'ai cité tout à l'heure la société japonaise, j'ai cité un peu également l'Allemagne, qui est un pays dans lequel la population est beaucoup plus formée qu'en France, notamment aux gestes qui sauvent. Mais après, aucun pays n'a été vraiment né en capacité de dire qu'il a été en capacité parfaite de répondre à cette crise. Parmi les constats qu'on a pu faire, je l'ai mentionné aussi, c'est le fait que les personnes qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, sont celles qui sont les plus à risque dans ces périodes de crise et que les sociétés les plus résilientes sont celles qui prêtent l'attention la plus forte aux personnes qui sont dans ces situations, qui sont des personnes à la rue, qui sont des personnes isolées, personnes âgées, personnes en situation de handicap, les jeunes, les enfants, et que c'est les sociétés qui sont les plus à même de répondre à ces crises. Et puis, le dernier point, pour faire référence à ce que vous mentionnez sur la présence de l'État, il est clair qu'on ne sera pas résilient demain face à l'ampleur, la complexité et la puissance des risques et des crises auxquelles on sera amené à faire face si on compte seulement sur la puissance publique ou même la société civile organisée. Je veux dire, nous, on a fait le constat que
seul, de fait, on n'arriverait pas à y faire face et que seule une mobilisation, une préparation, une mobilisation en temps de crise de l'ensemble de la société et de l'ensemble des citoyens nous permettrait de faire face à ces crises. C'est vraiment comment on arrive à mobiliser l'ensemble de la société pour faire face à ces crises. Et ça a été pour moi l'une des plus grandes limites de notre système, c'est le manque d'habitude de travail et de confiance qu'on a pu constater entre les acteurs publics, associatifs, les collectivités, l'État, les entreprises dans cette crise. Et ce qu'on a réussi, c'est eh bien lorsque chacun a réussi à trouver sa place, à se parler et que son action a été coordonnée sur les territoires. Donc, il y a vraiment plusieurs sujets, hein. Il y a celui de la mobilisation de la société civile, enfin, des citoyens plutôt, et puis celui de la capacité à coordonner une action avec des acteurs multiples. Même si, encore une fois, en temps de crise, c'est quand même important d'avoir et nous on le voit bien dans notre organisation, hein, d'avoir une chaîne de commandement qui soit quand même relativement claire pour répondre à la crise, mais ce qui n'empêche pas de mobiliser et de coordonner des acteurs avec de nature très diverses. Merci. Peut-être Thomas Gassilou reprendra aussi la parole par la suite, mais notre collègue Marine Brognier souhaitait vous poser également une question. Et juste avant, je voulais vous assurer de votre idée, en tout cas de les propositions que vous avez faites, notamment pour la généralisation des formations au premier secours. Bon, normalement, il y en a au sein de l'école en général, mais je suis d'accord avec vous, on est très, très en retard. Mais peut-être que Thomas Gassilou pourra en parler aussi. Avec le SNU, on pourrait travailler, sur la journée, la citoyenneté, on pourrait travailler beaucoup sur ce sujet, ainsi qu'avec les entreprises. Bien, Marine Brognier, chers collègues, je vous laisse poser votre question. Merci Madame la Présidente. Alors justement, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied puisque c'était les sujets que je souhaitais aborder. Bon, déjà, dans un premier temps, Monsieur le Directeur Général, permettez-moi de vous remercier ainsi que toutes vos équipes, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles, pour le travail qui est réalisé par la Croix-Rouge sur l'ensemble du territoire national. Et je crois que véritablement, la Croix-Rouge est l'association sur laquelle nous nous reposons très souvent et qui est devenu un acteur primordial, fondamental dans un certain nombre de sujets, notamment en période de crise, mais au quotidien sur le social. Alors justement, donc, sur la question de la journée nationale de préparation aux crises que vous abordiez, comment envisagez-vous cette proposition? Est-ce que cela devrait s'envisager sur le modèle de la journée d'appel à la défense ou c'est un autre modèle que vous envisagez à destination de quel public? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire dès le plus jeune âge avec une formation continue peut-être dans le temps donc à répéter ou est-ce que vous envisagez cela à destination d'un public plus adulte? Et également, je voulais vous parler donc de la formation aux gestes de premier secours. Il y a quelques années de cela, j'avais déposé une proposition de loi suite aux attentats du 14 juillet 2016 à Nice, où nous nous étions rendus compte que malheureusement, beaucoup de citoyens n'avaient pas la maîtrise de ces gestes de premier secours. Et on entend beaucoup parler d'une recrudescence du nombre de crises cardiaques qui sont fatales. Et peut-être que cela est dû justement à un manque de connaissance des gestes au premier secours. Là aussi, est-ce qu'il y aurait une forme de formation continue qui devrait être dispensée à l'ensemble des citoyens pour les rendre acteurs de la santé de tous? Ma proposition de loi, elle portait sur donc une formation qui devait être dispensée dans les institutions publiques, les collectivités territoriales dans un premier temps et les États et l'État, les services de l'État. Et si cela fonctionnait, envisager de les rendre obligatoires également au sein des entreprises. Enfin, vous parliez du manque de concertation dans certains territoires entre les acteurs privés et publics. Je voulais savoir si, en matière de crise, les freins qui pouvaient être portés à cette concertation avaient réussi à être levés et assez rapidement. Je vous remercie. J'ai allumé mon micro, pardon.
Alors, plusieurs sujets sur la journée nationale de préparation aux crises. Nous, on imagine vraiment ça plutôt comme une journée et une sorte d'exercice en fait national, mais qui concernerait l'ensemble de la population et l'ensemble des acteurs, que ce soit voilà, l'État, les entreprises, les écoles, etc. Et qu'on pourrait imaginer justement des exercices différents en fonction du lieu dans lequel on se trouve le jour de cette journée nationale, parce qu'on croit vraiment, encore une fois, que c'est la mobilisation de l'ensemble de la population et de l'ensemble des acteurs qui peut rendre notre société résiliente. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un exercice national qui serait piloté par l'État, mais qui responsabiliserait l'ensemble des acteurs sur les territoires, soit les collectivités, les entreprises, les écoles, pour pouvoir assurer à la fois de la formation, permettre à la population de comprendre les risques auxquels elle est exposée et faire de la formation pour pouvoir bien adopter les bons gestes en matière de réponse aux crises, voilà, pour faire face à ces crises. On n'est pas allé beaucoup plus loin sur… on pourrait vous donner plus d'informations si vous le souhaitez sur la façon, mais vraiment l'idée c'était ça, c'est une mobilisation. Et ça parce que vous y avez fait référence aussi, ça s'intégrerait dans un cursus plus long. On croit beaucoup dans la formation de la jeunesse et dans la formation, on va dire, tout au long de la vie à la réponse à ces risques, aux gestes qui sauvent. Et ça me permet d'aborder la deuxième question que vous posez justement sur ces gestes qui sauvent. On travaille à l'évolution en fait, des parcours de formation aux gestes qui sauvent. Là où avant, eh bien, il suffisait d'avoir son PSC1 pour se dire on est formé à vie et on est capable de répondre aux crises. On voit bien que ce n'est pas parce que les gens sont formés qu'ils passent à l'acte. Il y a une différence entre la formation et le passage à l'acte et que ça nécessite bien une formation continue, des rappels, pour tout au long de la vie pour pouvoir être réellement préparé et briser, on va dire, ces appréhensions et réellement être en capacité de le faire. Il y a des obligations aujourd'hui dans la loi, hein, enfin, en tout cas, c'est inscrit dans le parcours scolaire, mais force est de constater que tous les jeunes ne sont pas aujourd'hui formés. On le fait aussi, on développe les formations dans les entreprises, dans les collectivités, dans les services de l'État, mais là aussi, c'est pas systématique et il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place des cursus de formation. Et donc là, la digitalisation d'une partie de ces formations va nous y aider. Mais voilà, avec des rappels réguliers tout au long de la vie pour pouvoir s'assurer de l'efficacité en fait, de ces parcours de formation. Et puis le dernier point sur la concertation des acteurs. Je pense que là aussi, c'est vraiment une question de préparation, d'habitude de travail. Si les acteurs ne se parlent pas ou n'ont pas d'exercice, ne travaillent pas ensemble, des plans en commun pour le jour où survient une crise, y répondre ensemble, c'est vrai que c'est toujours plus difficile au moment de la crise de les mettre en place. Là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on n'avait pas forcément toutes ces habitudes et tous ces bons réflexes au début de la crise et que progressivement, sur les territoires, des initiatives ont été prises, souvent sous la responsabilité des collectivités ou des représentants de l'État dans les départements, où on a vu autour de la table les services publics, les associations, les collectivités, les entreprises, pour apporter des solutions concrètes et répondre aux problématiques locales. Et je pense que la question de la prévention, de la préparation, elle est essentielle dans la capacité qu'on aura le jour où intervient une crise à travailler ensemble. Voilà. Et pour aller au fond de ma pensée, moi, ce qu'on a senti, c'était au début de cette crise une relative défiance aussi entre
du côté de l'État vis-à-vis des autres acteurs. La vision qu'on peut avoir du manque de professionnalisme, par exemple, du côté associatif, disant voilà, mobiliser des citoyens, mobiliser des bénévoles, ce n'est pas forcément quelque chose d'efficient. Voilà, et le besoin de faire tomber certains préjugés, tout comme de notre côté, du côté associatif, se dire qu'on pouvait travailler et qu'on doit travailler aussi avec les entreprises qui sont les acteurs importants dans la résilience des territoires au regard de leur capacité, de leur savoir-faire, de leur implantation et de leur inclusion dans les tissus socio-économiques des territoires. Oui, oui, justement, oui, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Et c'est vrai que vous aviez parlé d'un enjeu de confiance. Là, vous venez de nous dire qu'il y a cette défiance. Et effectivement, l'enjeu de confiance, je pense qu'il est extrêmement important et certainement par une méconnaissance aussi, un petit peu peut-être des actions, notamment de la Croix-Rouge et des possibilités que vous avez. La petite question que je me pose, c'est que vous avez parlé insertion sociale et professionnelle, de travailler sur ce sujet. Est-ce que ce n'est pas prendre en main quelque chose qui devrait être dévolu plutôt à d'autres ou comment vous vouliez organiser un petit peu ce thème? Et ensuite, directement, monsieur le rapporteur, ou peut-être tout de suite comme vous le voulez, non, peut-être juste après, reprenez la parole, vous avez aussi une intervention de nouveau. Je vous remercie, monsieur le directeur. Sur l'insertion sociale, alors on est déjà sur ce sujet-là. On a une filiale d'insertion par l'activité économique qui forme chaque année près de 1000 salariés en parcours d'insertion dans des domaines très divers. Donc, on est déjà un acteur. On est aussi un organisme de formation et on développe aujourd'hui beaucoup tout ce qui est formation préqualifiante et notamment pour essayer de faire le pont entre les publics qu'on accompagne dans nos structures de la grande exclusion vers nos établissements médico-sociaux. C'est que, par exemple, aujourd'hui, voilà, on a une problématique qui est liée à l'attractivité de nos métiers. On essaye de faire des passerelles entre ces problématiques sociales et notre besoin en tant qu'employeur pour pouvoir offrir des parcours d'insertion professionnelle au sein de notre organisation. Donc, d'imaginer en fait des parcours que nous permettent la mise en synergie de nos différentes activités. Voilà, mais c'est un élément qui est essentiel, je pense, si on veut vraiment être impactant, crédible. Alors après, on n'a pas prétention à faire tout seul. On a longtemps cru peut-être qu'on pouvait le faire, mais là aussi, l'objectif, c'est vraiment de travailler en partenariat avec d'autres acteurs. Et c'est la richesse et la complémentarité qu'on va trouver dans ces partenariats qui vont faire qu'on sera réellement impactant avec les collectivités, avec les services de l'État, avec les entreprises, avec les autres associations, les ONG. Voilà, et cette ouverture partenariale, elle est vraiment essentielle à l'avenir. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, merci déjà pour vos réponses. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir à la fin, effectivement, sur l'articulation avec les forces vives jusqu'aux citoyens. Mais on a quand même peu abordé les moyens de l'articulation avec les pouvoirs publics. C'est pour ça que je vais vous poser quelques questions et vraiment pour avoir les grandes masses, les grands ordres de grandeur, notamment sur les questions de finances. Est-ce que vous pourriez nous rappeler votre budget annuel et comment se répartissent les grandes masses à la fois des recettes et des dépenses, et de savoir si vous disposez de stocks pour faire face à la crise, que ce soit en matière médicale, alimentaire, logistique. Et puis peut-être dire un mot, mais vraiment très rapidement, sur une vue globale, un peu impressionniste, sur l'articulation avec les pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes bien associé avec les pouvoirs publics? Finalement, qu'est-ce qui vous lie à l'État en cas de crise? Quels sont vos contacts? Est-ce que vous menez des exercices conjoints? Et comment finalement vous vivez la neutralité? Alors je m'excuse de poser autant de questions, mais voilà, je voulais quand même vous interroger sur cette question des moyens et de l'articulation avec les pouvoirs publics, en espérant que par la suite on pourra parler de l'articulation avec la société civile. Merci. Alors, le budget annuel de la Croix-Rouge française, c'est environ 1,4 milliard d'euros. Il y a environ 1,2 milliard qui est lié à nos activités sanitaires, sociales, médico-sociales et de formation, donc les établissements
qui sont voilà, des établissements qui sont financés classiquement par les produits de nos activités, les subventions publiques, l'assurance maladie, etc. Donc, modèle économique traditionnel. Environ 100 millions d'euros qui sont liés à nos activités bénévoles, donc qui viennent soit de la collecte, soit de la génération de revenus, puisqu'on on essaie de développer des modèles de plus en plus autonomes, donc qui permettent d'autogénérer des revenus. Sur les modèles des associations agréées de sécurité civile, par exemple, c'est comment on arrive à maintenir notre capacité de formation, de moyens opérationnels grâce à la formation grand public, grâce aux dispositifs prévisionnels de secours qui nous permettent de financer voilà, tous ces moyens et d'autres prestations. Dans l'action sociale, c'est les modèles qu'on développe aujourd'hui, notamment autour de la seconde main, du textile de seconde main. On a créé une filière textile dont on assume en partie le caractère commercial, qui reste à impact social et qui nous permet de vêtir des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter de vêtements, mais qui nous permet aussi de générer des revenus. Et puis, on a environ 100 millions d'euros qui concernent nos activités à l'international. Et là, c'est un modèle économique où on a 10% c'est des fonds propres, et donc des dons, et 90% des financements qui viennent de bailleurs de fonds internationaux, en particulier la Commission européenne ou les Nations Unies, voilà, au Fonds mondial, etc. Voilà pour vous donner les grandes masses. En termes de prépositionnement, on a des plateformes, donc je les ai mentionnées, on a des plateformes d'intervention régionale sur chacun des territoires ultramarins qui sont soutenues et financées par les collectivités, par l'Agence française de développement, par le centre de crise et de soutien. On y prépositionne du matériel. Par exemple, à La Réunion, notre plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, c'est 500 tonnes de matériel qui sont prépositionnés. Et donc, on va débloquer en fonction des besoins. Voilà, je sais pas, quand il y a eu les cyclones au Mozambique, par exemple, on a pu, en affrétant des bateaux de l'armée, apporter du matériel, des vivres, des choses, voilà, des biens de première nécessité, mais aussi des équipiers de réponse à l'urgence sur place. On a dans les ressources tout un réseau d'environ 800 personnes mobilisables à l'international, des équipiers de réponse à l'urgence. Et on a la même chose sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire qu'on a un peu partout en France, dans nos structures locales, du matériel et des biens qui sont prépositionnés pour pouvoir répondre aux urgences. On bénéficie d'une flotte d'environ 7000 véhicules, par exemple, donc véhicules de secours, véhicules utilitaires, etc., qui est mobilisable, et puis du matériel qui est prépositionné. Donc, les liens avec l'État, ils sont multiples. Là, on a des conventions avec l'État ou les pouvoirs publics, parce qu'on a des conventions à la fois avec l'État en vertu d'agréments et de nos agréments, notamment de sécurité civile. En cas de crise, on a une convention avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. On a, j'y ai fait mention, une convention aussi avec le centre de crise et de soutien pour participer aux dispositifs mis en œuvre en cas de crise, et notamment renforcer la réponse téléphonique vis-à-vis des ressortissants. Tout comme d'ailleurs on a cette convention aussi avec la Direction générale de la sécurité civile pour répondre pour la réponse téléphonique info public. Et puis on a sur le territoire un certain nombre de conventions avec les préfectures pour pouvoir être mobilisés en cas de crise. Peut-être que techniquement, Florent Vallée, Florent, est-ce que tu peux juste préciser le cadre de ces conventions, s'il te plaît? Bien sûr, merci Jean-Christophe. Localement, le cadre de ces conventions, en fait, il peut être de plusieurs types, soit avec la préfecture sur toute la partie soutien aux populations, avec le service d'incendie de secours pour toute la partie opération de secours, donc aussi bien la prise en charge des victimes,
en complémentarité ou aussi une part de soutien des populations, mais qui se fait dans l'opération de secours, notamment dans le cadre des dispositifs qui ont été retravaillés sur les attentats, donc dans la partie nombreuses victimes, et puis toutes les conventions possibles avec les communes ou l'intercommunalité, dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, pour venir assurer de la formation ou en appui aux communes lors d'un événement indésirable grave, qu'on pourrait appeler comme ça. Vous voyez que Florent Vallée a pris la parole en direct de notre centre opérationnel, puisqu'on a mis en place un centre opérationnel au sein de notre siège qui nous permet de piloter en fait la réponse aux opérations, la réponse aux crises et de piloter l'ensemble des opérations de secours, voilà, et qui a été fortement mobilisé pendant cette crise sanitaire notamment. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, peut-être chacun d'entre nous l'a dit vraiment sur votre organisation qui est reconnue tout de même, malgré peut-être tout ce que, peut-être les soucis ou ce qui peut être amélioré, et justement de vos interventions durant la pandémie. Monsieur le rapporteur, avez-vous une autre question? Oui, volontiers. Alors, je vois qu'il ne nous reste que 7 minutes, alors je vais aller droit au but. Je pense qu'on est tous convaincus là, autour de la table que la résilience nationale, elle repose sur la capacité de mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation, puisque dans certaines situations les plus graves, les moyens publics peuvent être dépassés. Et même, j'allais presque dire, j'allais dire, le temps normal, on voit aujourd'hui, on ne pourrait pas se passer de la Croix-Rouge, y compris dans l'ensemble de ses missions et de l'engagement citoyen. Donc, j'ai envie de vous poser une dernière question là-dessus. Est-ce que finalement, la Croix-Rouge, on peut aussi la qualifier finalement comme un moyen de mobiliser ses citoyens, j'allais presque dire une interface entre l'État et les citoyens. Vous avez parlé de l'hybridation du modèle. Alors, pour accueillir d'autres formes d'engagement, je serais curieux de savoir de quelle forme d'engagement vous parlez. Est-ce que c'est des engagements de citoyens, des engagements d'autres associations, d'entreprises? Toujours sur cette possibilité d'engagement citoyen, vous avez parlé d'un compte d'engagement citoyen, peut-être en dire un mot là-dessus, sur la manière dont vous voyez les choses, et puis comment aujourd'hui ne pas parler du SNU, finalement, de ces 800 000 jeunes à terme qui pourraient passer au SNU, et finalement, est-ce que la Croix-Rouge est partie prenante dans ce SNU, et comment faire en sorte pour que ces 15 jours en collectif, finalement, soient un point de départ vers un engagement citoyen plus durable? Très bien. La question de la mobilisation des citoyens, effectivement, est centrale dans notre stratégie, parce qu'on est convaincu, alors certes, on est des mouvements de société civile organisés, quasi-institutions, je le disais, mais néanmoins, on reste une émanation de la société civile, et c'est comme ça qu'on le vit. Je crois que nous sommes perçus sur les territoires. Et on vit aujourd'hui cette responsabilité comme étant les seuls acteurs, pour dire vrai, à être en capacité de mobiliser très largement les citoyens. On avait beaucoup parlé il y a quelques années dans le cadre des réflexions autour de la réserve citoyenne, etc. On est convaincu que l'État seul ne peut pas avoir cette capacité de mobilisation pour des tas de raisons organisationnelles, techniques, de confiance. Voilà. En revanche, c'est au travers la mobilisation de la société civile organisée qu'on arrivera à mobiliser l'ensemble de ces citoyens. Je ne veux pas dire que notre objectif, quand je disais tout à l'heure, s'ouvrir à d'autres formes d'engagement, ça veut dire que notre objectif aujourd'hui, on l'a bien compris, ce n'est pas de faire que demain, l'ensemble des citoyens français deviennent adhérents de la Croix-Rouge française ou bénévoles à la Croix-Rouge française. Ça, ce n'est pas l'objectif. En revanche, on a revu notre rôle en disant que l'une de nos missions, c'était de développer cette appétence à l'engagement et de rendre nos missions accessibles à l'envie d'agir, aux nouvelles envies d'agir aujourd'hui de la population, qui se traduisent plus seulement par venir faire du bénévolat classique, parfois très engagé, trop engagé au sein de nos associations,
bénévolat traditionnel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une grosse prise de responsabilité pendant de très longues années au sein de nos associations. J'espère qu'il y en aura toujours. Mais néanmoins, aujourd'hui, voilà, d'avoir une palette en fait, de possibilités d'engagement qui permettent de répondre à ces capacités d'agir de la population sur des missions qui soient plus ponctuelles, sur des missions qui soient plus concrètes aussi, qui nécessitent peut-être un tout petit peu moins de formation, qui soient néanmoins moins encadrées aussi, et jusqu'à eh bien, développer de l'engagement dans d'autres lieux qu'au sein de la Croix-Rouge, eh bien, de façon spontanée à domicile. J'ai cité, on a testé des choses pendant la crise, une opération qui s'appelait Mobiliser et Solidaire, considérant que c'était à nous de montrer aux gens, sans qu'ils adhèrent à la Croix-Rouge, qu'ils pouvaient agir très facilement et faire du bien autour d'eux pendant ces situations de crise. Donc, c'est vraiment désintermédier aussi ces formes d'engagement. C'est favoriser l'engagement dans les entreprises. Je suis convaincu que les entreprises, elles ont un rôle essentiel à jouer demain dans le développement de l'engagement et la mobilisation de leurs salariés pour répondre aux crises et aux problématiques sociales et environnementales. On éduque quelque part la population, on la sensibilise à l'intérêt de cet engagement, et ce, dès le plus jeune âge. Et pour ça qu'on veut développer toute l'offre éducative de la Croix-Rouge, et puis pouvoir développer cet engagement tout au long de la vie, avec des dispositifs qui permettent de rendre l'engagement attractif, c'est-à-dire d'imaginer des dispositifs qui permettent, comme on le fait aujourd'hui, par exemple, pour les pompiers, qui permettent aux gens de se libérer peut-être un peu plus facilement, parfois, de leur entreprise pour pouvoir exercer ces missions de sécurité civile ou d'autres actions au sein de nos associations, d'avoir des parcours qui permettent de valoriser les compétences acquises dans le cadre de l'engagement bénévole. Et on travaille beaucoup sur la valorisation du CV citoyen, ou d'obtenir des contreparties, comme avec le compte engagement citoyen, qui permet d'abonder le compte personnel de formation pour les bénévoles des associations agréées de sécurité civile. Voilà, de permettre de trouver aussi des moyens de financement pour financer en fait les formations des bénévoles dans le cadre des activités agréées de sécurité civile, qui, comme vous le savez, sont des formations qui sont extrêmement longues et exigeantes au regard du niveau de professionnalisme qui est attendu de ces acteurs. Merci beaucoup, monsieur le directeur, mais nous sommes désolés, mais nous avons une autre audition à la suite. Je crois qu'il y aurait d'autres questions. Peut-être avons-nous la possibilité de vous les envoyer par l'intermédiaire, évidemment, d'un mail qui a été transmis, bien sûr. Je vois que vous avez répondu, donc merci à ma collègue Marine Brunier, qui était là aussi, à monsieur le rapporteur, monsieur Florent aussi, Vallée-Florent, pardon. Merci d'avoir été présent. Et puis, voilà, nous savons, et vous l'avez entendu de notre part, que nous avons besoin de vous, et que nous savons compter aussi sur vous, et que vous êtes aussi un acteur important dans notre mission et pour notre mission sur ce que nous allons pouvoir ensuite ressortir de l'ensemble de nos auditions. Et merci encore pour ce que vous faites sur nos territoires. Merci à vous, merci pour votre écoute. Merci, très bonne journée.